Donc, bon matin tout le monde. On se donne encore quelques instants avant de débuter. Merci, Chantal. Donc, je me lance. Bon matin tout le monde. Merci d'être là pour la tournée de la direction du programme jeunesse pour des fins de logistique. Nous sommes actuellement au CLSC Saint-Louis-du-Parc avec des personnes évidemment présentielles. Merci d'être là. Il y a aussi des gens qui sont en virtuel. Faites-moi un pouce, voir est-ce que vous entendez bien le son. Juste pour être bien sûr. Oui, ça va, je crois que oui. Donc, nous allons débuter sous peu, peut-être au niveau de la logistique. Première chose à dire, je sais que vous avez reçu l'invitation assez dernière minute, ce qui fait en sorte que des gens n'ont pas pu se libérer. Désolé pour cette réalité-là. En même temps, la rencontre de ce matin et toutes les rencontres sont enregistrées. On va arrêter l'enregistrement à partir du moment où la période d'échange et de questions. Pourquoi? Que ça soit plus intéressant pour les gens qui seront sur l'intranet de nous suivre. Donc, vous allez voir, on a une présentation PowerPoint. C'est beaucoup ce qui va être à l'écran. Pour les gens qui sont en présentiel, vous allez pouvoir la suivre juste ici. Donc, nous y allons. On se lance. Je débute le partage encore une fois. Merci à tout le monde d'y être. Peut-être pour le bénéfice de tous les gens qui ne sont pas en présentiel, je suis accompagné des 4 directeurs et directrices adjointes de la direction. Donc, avec moi, il y a Chantal Gélina qui est là, qui vous fait un petit bonjour. Tantôt, elle pourra s'identifier dans ses fonctions, mais Chantal, évidemment, est à l'hébergement, essentiellement au Mont-Saint-Antoine, Cité des Prairies, foyer de groupe au niveau des Carçons. Merci Chantal d'être là. Virginie qui est avec nous. Bon matin, Virginie. Virginie qui est RVP, DSM, au foyer de groupe, clientèle adolescente et enfance. Virginie qui est arrivée avec nous pas si longtemps. Isabelle, que vous connaissez bien évidemment, qui est à ma gauche, et Jean-Sébastien qui est avec nous, directeur adjoint au niveau de l'application des mesures. On reviendra tantôt par rapport aux différents éléments. Donc, je débute à l'instant le partage. Je me mets en mode diaporama et on débute. Donc, voilà, vous devriez voir mon écran. Des petites lenteurs au CLSC. Plan de la rencontre. Vous allez voir, on va débuter avec Caroline qui est là du conseil multidisciplinaire. On aura une personne du CI qui est avec nous, je crois, en présentiel. Est en ligne, Josiane. Josiane qui sera avec nous. Oui. Véronique de l'Institut universitaire sur les jeunes en difficulté. Je vous reviens avec le mot du directeur de planification stratégique. Évidemment, un petit mot sur l'agrément et nos dossiers transversaux. Puis ensuite, il y aura une période de questions. Ça va? Donc, nous voici au conseil multidisciplinaire. Je te cède la parole, Caroline. Je vais le faire. Oui.
Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Caroline Larocque. Je suis ici aujourd'hui à titre de vice-présidente du conseil multidisciplinaire volet services sociaux. Donc, comme vous le savez peut-être, là, je vais l'expliquer tout à l'heure, on est à l'aube de faire la scission entre deux conseils multidisciplinaires. C'est la nouvelle loi, là, la LG4S qui a établi un conseil multidisciplinaire santé et services sociaux. Donc, tous ces arrimages-là sont encore en train d'être faits, mais on présume que je vais être plus du volet services sociaux. Puis j'ai une collègue vice-présidente, Geneviève Michaud, qui est, elle, du côté CM santé. Donc, on peut avancer. Est-ce que vrai ou faux, selon vous, comme professionnel ou technicien, vous faites partie automatiquement du conseil multidisciplinaire? La réponse, c'est Vrai. vrai! Bravo! Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas hein, que le conseil multi existe et que vous en faites membre. C'est pas une association. On n'a pas besoin de payer. On n'a pas besoin, parce que vous êtes employé et que vous êtes professionnel ou technicien, vous en faites partie. À moins d'être une infirmière, infirmier puis de faire partie du CI ou d'être un médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme dans le CMDPSF. Sinon, il y a quelques professions, plus des techniciens, des gens administratifs qui ne font partie d'aucun conseil. Mais sinon, là, si vous le demandez puis vous n'êtes pas sûr, d'habitude, ça rentre dans le conseil multi. On est très inclusif là-dessus. On peut changer. Donc, le rôle du conseil multi, hein, c'est d'être la voix des membres de ce conseil multi-là pour répondre à toute demande de consultation ou donner des avis et recommandations. Donc, on a deux moyens principaux qui sont soit les avis et recommandations. Suite à une demande, on fait une évaluation, on a une méthodologie qui peut varier. Puis on soumet ensuite des avis et recommandations à la personne qui nous fait la demande. Ou on peut faire aussi des comités de pairs qui sont genre des membres qui se réunissent, des fois interdisciplinaires, des fois de la même profession, pour aller travailler un sujet sur les responsabilités qui sont les nôtres, qui sont donc d'assurer, soit de réfléchir à la qualité de la pratique, soit l'appréciation, soit l'amélioration de la pratique, la distribution des soins et services, donc la façon dont on organise les choses, l'accessibilité à ces soins-là, la compétence des membres, pas dans le sens d'aller évaluer la compétence individuelle des membres, mais vraiment d'aller réfléchir à si on a les conditions gagnantes pour assurer la compétence des gens, puis toute approche novatrice qu'on voudrait peut-être mettre en place et réfléchir. C'est bon pour ça. Donc, la structure du CM, c'est qu'on a environ 7000 membres qui sont dans notre établissement et vous en avez 2000 en programme jeunesse. Donc, c'est quand même un nombre qui est significatif. C'est une belle proportion des membres. On a une structure, dans le fond, qui est d'avoir des agents de liaison. Donc, puisqu'on n'est pas capable d'aller rejoindre tout le temps nos 7000 membres, on fonctionne avec des agents de liaison qui sont des personnes ciblées. Idéalement, on en a à peu près une par équipe. Donc, ça nous en fait à peu près 300 dans l'établissement. Vous en avez environ 80 en programme jeunesse, mais il y a plusieurs postes là, qui sont vacants. Donc, on travaille évidemment constamment à essayer de garder cette liste-là à jour. Et non, pas tout de suite, excusez. Et on a aussi, dans le fond, la dernière structure, c'est l'exécutif du conseil multi, qui est donc 13 personnes qui, elles, représentent l'ensemble des directions pour, évidemment, là, comme un conseil exécutif, comme vous le connaissez dans d'autres instances, donc d'assurer le fonctionnement de ce conseil-là. C'est nous qui reçoit les demandes d'avis, on prend des décisions à savoir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse, quelles démarches on fait cette année, etc. Donc, tout le bon fonctionnement là, de ce conseil-là. Vous avez Marie-Claude Boily, qui est gestionnaire à l'application des mesures, qui est sur le conseil. Vous aviez d'autres sièges en programme jeunesse, mais là, les gens ont bougé, puis là, ils sont rendus dans d'autres directions. Mais puis pour l'instant, dans le fond, c'est comme le statu quo. On a gelé tous les postes à l'exécutif en attendant parce qu'il y a sous peu des nouveaux exécutifs qui vont avoir lieu. Là. Donc, on s'est dit, on ne bouge pas les gens, là, même si la représentativité, elle n'est pas exacte et excellente. On aime mieux maintenir les choses. Donc, mais on voudrait quand même que comme vous avez 2000 membres, que quand on va constituer le CM services sociaux, ben, on aimerait bien qu'il y ait plusieurs personnes du programme jeunesse qui soient là pour représenter votre réalité. On peut changer. Quelques exemples d'avis et recommandations qui peut-être sont plus
Parlons pour vous en programme jeunesse. Donc, en 2023, à la demande de M. Jason Champagne, nous avions fait un avis à savoir quelles sont les conditions gagnantes pour assurer la promotion, le recrutement et le maintien des formateurs et formatrices internes, parce qu'on sait que depuis notamment la pandémie et les dernières années, c'est quelque chose qui était difficile. Donc, on a une foule de recommandations à cet effet-là pour les personnes qui assurent la formation à l'interne. Donc, c'est disponible sur notre extranet. En 2025, à la demande de la DSM, on nous a demandé est-ce que, selon vous, les gestionnaires devraient faire partie d'un ordre professionnel et si oui, lesquels et pour quels, dans quel type de conditions? On a établi qu'à moins que ça leur soit demandé là, par des activités professionnelles réservées ou un titre, ça ne devrait pas, mais il y a quand même des atouts ou des conditions à considérer, là, notamment les membres d'ordre professionnel trouvaient que des fois, des gestionnaires qui n'avaient jamais fait partie d'un ordre ne comprenaient peut-être pas aussi bien les réalités, puis ça, c'est pas nécessairement en étant membre d'un ordre qu'on comprend ça, mais d'aller des fois d'aller chercher un peu cette compréhension-là pouvait aider à se rapprocher des professionnels. Donc, vous pouvez aussi aller lire ça. En ce moment, on est en train de faire, à la demande de Mylène, dans conseillère cadre à l'application des mesures, un avis sur, en ce moment, vous avez fait une transformation de l'application des mesures de l'offre de service pour qu'elle soit 0-17 ans. Un an après, est-ce qu'on a réussi à assurer la compétence des membres pour qu'ils assurent cette offre de service-là qui soit plus globale? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient continuer à être bonifiées? Donc, on est en train de faire passer un sondage aux personnes autorisées qui vivent cette situation-là pour ensuite faire des avis et recommandations, faire des recommandations là-dessus. Puis, je vous ai mis un dernier là, qui était des recommandations par rapport à l'article 33 de la LPJ, à savoir qui devait peut-être, si on devait déléguer ces activités-là à d'autres personnes que des TAS ou, là, je ne suis plus certaine, mais en tout cas, à qui on devait le faire. Donc, puis dans quelles conditions, puis quelles étaient les conditions gagnantes pour ça. Donc, on avait aussi cet avis-là qui peut-être vous touche de plus près. On a toujours une journée annuelle du conseil multidisciplinaire en travail conjoint avec le conseil des infirmières et des infirmiers, qui est dans le fond, on est obligé en fait de tenir notre assemblée générale annuelle chaque année. Puis pour susciter l'adhésion des membres, on en fait une journée de formation, de congrès où est-ce qu'on partage. Cette année, malheureusement, avec tout le contexte que vous connaissez, on ne pourra pas tenir cette journée-là en présence comme à l'habitude. On va faire une demi-journée en virtuel. On espère, il va quand même y avoir des conférences et tout ça, on vous tiendra au courant, mais on espère pouvoir reprendre cette journée-là par la suite. Rapidement, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais les changements avec la LG4S, hein, donc on va créer 2 conseils multidisciplinaires. On doit le créer de façon transitoire avant le 1er décembre, donc on va simplement scinder l'exécutif actuel selon les titres d'emploi, selon qui est plus santé et services sociaux. Vous imaginez que c'est pas si facile de trancher ça au couteau. Puis, dans le fond, on va ensuite devoir adopter des nouveaux règlements de régie interne en Assemblée générale spéciale au printemps. Donc, on va essayer d'avoir la participation de suffisamment de membres pour avoir un quorum, pour être capable de faire cette instance-là. Donc, on vous invite évidemment à être présent ou à libérer vos membres pour le faire quand on aura envoyé cet avis-là. Puis, ensuite, on va envoyer des avis d'élection pour constituer justement des nouveaux exécutifs. Puis, la dernière chose qui existe, c'est le CIETOC maintenant. C'est le Conseil interdisciplinaire d'évaluation des trajectoires et de l'organisation clinique. Donc, ça, c'est les 4 conseils professionnels qui se réunissent ensemble. Leur mandat, c'est d'évaluer les trajectoires puis d'émettre des recommandations à la PDG, à savoir quelles sont les possibles améliorations. C'est assez balbutiement. Là, on a une première rencontre le mois prochain. Pour nous joindre, vous avez notre page extranet où est-ce qu'il y a tous nos avis, nos recommandations, la liste d'agents de liaison, etc. On a une communauté VivaEngage où on publie des nouvelles régulièrement, puis on a notre adresse courriel du conseil multi. C'est tout. Merci, Caroline. Donc, on poursuit au niveau du CI. Est-ce que la personne est en... Je suis présente. Ligne. Donc, oui. Je ferai le partage. Je coupe mon micro, Josiane, puis on voit si ça fonctionne. Ça va?
Oui, parfait. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Mon nom est Josiane Mathurin. Je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Cassie à l'équipe SPI CIP du côté des Sauvés, donc en première ligne comme vous. Et je suis ici à titre de représentante de la direction jeunesse et vice-présidente du Conseil des infirmières. On peut passer à la suivante. Donc, à l'instar du Conseil multi, donc, qui fait partie du Conseil des infirmières et infirmiers, c'est l'ensemble du personnel infirmier. Donc, que vous soyez sur le terrain, que vous soyez gestionnaire, eh bien, vous faites partie du Conseil des infirmières. Et comme le Conseil multi, vous êtes représenté par des membres qui sont élus. Donc, dans le CIUS, a été déterminé une personne qui est élue par direction clinique. Et nous avons aussi 3 sous-comités, donc le comité exécutif, mais on a intégré aussi le comité de la relève infirmière et le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires. On peut aller à la suivante. Donc, comme le Conseil multi, avec qui on échange régulièrement, nous avons des responsabilités au niveau du conseil exécutif, du comité exécutif, pardon. Donc, de façon générale, on se positionne, on apprécie de façon générale la qualité des soins infirmiers. Donc, que ce soit par des recommandations sur des règles de soins, l'organisation scientifique, les recommandations, la distribution des soins, c'est notre rôle mandat. Aussi, on a certaines autres activités au niveau du fonctionnement et on a le mandat au CIUS de coordonner également le comité régional des conseils de la région de Montréal. On peut aller à la suivante. Donc, je vous ai mis des exemples par rapport à la diapo précédente, des exemples peut-être qui touchent davantage la première ligne. Je n'ai pas voulu mettre l'ensemble des actions effectuées dans la dernière année parce que ça serait beaucoup trop lourd. Qu'est-ce qui peut toucher notamment la première ligne? Tout ce qui est l'encadrement de la prescription infirmière. Ça touche beaucoup les cliniciennes, notamment là, en première ligne. L'encadrement aussi des activités des CPI, CPA au CIUS, gestion du circuit de médicaments et on s'est prononcé aussi au niveau des nominations respectives des chefs de département de pharmacie et de psychiatrie. On peut aller à la suivante. On fait partie de différents comités, donc comité webinaire là, conjointement avec le CM sur la gestion des pratiques cliniques, l'occupation des champs de pratique et on a aussi une personne là, qui fait partie du comité de fidélisation des soins infirmiers à la DSI et évidemment on participe à des travaux qui touchent toute la profession infirmière. Donc je redis, tous les projets qui touchent l'occupation des champs de pratique est quand même une priorité même nationale de revoir tout ça. Cadre d'éthique au CCSMTL. Oh, il y a un micro d'ouvert. OK. Le nouveau référentiel des compétences aussi au niveau de l'Université de Montréal, la gouvernance des pratiques cliniques transversales et le projet Force aussi, tout ce qui est le financement axé sur le patient, qui est une nouvelle façon de voir les choses. On peut aller à la suivante. Merci. Et la rédaction d'avis également. Donc, on a pris position dans la dernière année sur l'intégration de l'intelligence artificielle en soutien à l'exercice infirmier, évidemment sur la stabilité des équipes de soins et travailler en interconseil avec nos amis du CM. On a rédigé un rapport sur les résultats du sondage sur la télésanté et aussi des travaux qui, encore une fois, qui portent sur l'occupation des champs de pratique au sein du CIUS. À la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on planifie faire pour la prochaine année? On veut poursuivre là, les travaux qui touchent la fidélisation du personnel, la stabilité des équipes, le projet Force, la gouvernance des IPS au sein du CIUS. Mais comme ma collègue Caroline l'a mentionné aussi, on est touché par la nouvelle loi qu'on doit mettre en place un nouveau CITOC. Et ça nous a amené aussi d'une part, par cette nouvelle loi-là et aussi d'autre part, par les coupures budgétaires là, qui touchent tout le monde, à revoir notre révision du règlement de régie interne aussi. Et comme le Conseil multi, nous avons des sièges là, qui seront vacants, donc qui vont en élection dans la prochaine année aussi. On peut passer. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations ou vous voulez faire partie du conseil, du comité exécutif, du conseil des infirmières,
Vous avez ici nos coordonnées. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Josiane. Merci de ton implication. Même chose pour toi, Caroline. Nous serions rendus à Véronique pour l'Institut universitaire sur les jeunes en difficulté. Véronique, je te cède la parole. Parfait, merci Jason. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Véronique Noël et je suis chef de service à l'IUJD. Qu'est-ce que c'est l'IUJD? On peut passer à la prochaine. Donc, l'IUJD, c'est une chose hybride, je dirais. Donc, on est à peu près le 25-26 employés du CIUS qui travaillons à développer des pratiques et des projets de recherche en collégialité avec des chercheurs, chercheuses universitaires. Donc, il y a une infrastructure là, de membres et d'étudiants là, qui travaillent avec nous à développer ce dont je vais vous parler dans les prochaines lignes. On peut passer à la prochaine. Donc, notre mission, c'est de poursuivre, là, de produire des connaissances, de développer des pratiques. Dans notre jargon, on appelle ça des pratiques de pointe. Je vais vous épargner ce que ça signifie. Notre but, là, c'est d'outiller les intervenants et intervenantes là, dans leurs pratiques de tous les jours. Notre spécificité, on dit que c'est l'ADN de l'IUJD. Donc, c'est la co-construction avec les équipes cliniques pour que les solutions qu'on développe, les outils qu'on développe soient le plus utiles possible et transférables, étant donné qu'on est rattaché à un établissement, mais qu'on a quand même un mandat provincial. Donc, ce qu'on vise à développer, c'est que ce soit applicable au plus grand nombre de personnes possible. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, on est une chose hybride. On a un financement des fonds de recherche du Québec pour actualiser une programmation de recherche, c'est-à-dire développer des travaux, des projets de recherche, des pratiques en lien avec 4 axes. Donc, on a un axe qui porte sur la victimisation, la maltraitance. On étudie, par exemple, les trajectoires de jeunes dans les services de protection de la jeunesse. On va faire des travaux aussi sur l'incidence de la maltraitance dans la société québécoise. On a un axe qui porte sur les troubles de comportement et la délinquance. Donc, on va, par exemple, on a des travaux sur la prévention de la violence armée, comprendre la trajectoire des jeunes aussi qui reçoivent des services en vertu de la loi sur les jeunes, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Je l'ai eu. Donc, on a aussi un autre axe de recherche qui est l'adaptation scolaire, l'insertion sociale. Là, on va regarder, par exemple, les impacts comment s'articule la persévérance scolaire chez des jeunes chez des jeunes vulnérables, par exemple, ou la transition à la vie adulte de jeunes pris en charge par les services de protection de la jeunesse. On a aussi un autre axe qui porte sur les pratiques professionnelles dans le système public. On va, par exemple, étudier dans ce contexte-là, on a beaucoup de travaux en ce moment sur la participation des jeunes concernés. On peut aussi regarder là, des pratiques professionnelles spécifiques là, par exemple, là, on a un projet qui a porté sur les pratiques professionnelles pour ceux qui travaillent à la réception et traitement des signalements en protection de la jeunesse. Ce qu'on souhaite que ça puisse changer, dans le fond, ce qu'on fait pour les intervenants, pour les gestionnaires également, ben, c'est que les travaux qu'on fait ben, puissent soutenir la prise de décision éclairée. Je donne par exemple là, l'exemple d'un projet de recherche, les trajectoires socio-judiciaires qui a été porté par Sonia Elie, qui a été déposé récemment, mais il y a plusieurs des recommandations de ce rapport-là qui se sont retrouvées dans le plan d'action de la Table nationale jeunesse. Donc, pour nous, c'est vraiment une plus-value quand ce qu'on fait puisse soutenir, là, par exemple, des politiques ou des plans d'action au niveau national. Nos outils sont validés, donc ont été développés avec les plus récentes connaissances scientifiques. Donc, notre prémisse, c'est qu'on développe, mais ça va vous soutenir selon les meilleures pratiques. Là. On a, par exemple, une trousse qui est en développement en ce moment sur les pratiques sensibles au trauma, donc qui va être disponible là, à l'ensemble des intervenants à prix doux, donc dans le courant de l'année, donc et qui va pouvoir soutenir l'intervention avec des enfants là, qui auraient des enjeux avec des traumas complexes. Nos outils sont conçus également pour faciliter l'autoportance dans la mesure du possible, c'est-à-dire que vous puissiez vous approprier les connaissances qu'on a développées dans votre pratique. Donc, les enjeux sur lesquels on travaille, j'ai identifié des enjeux que je pensais qui étaient les plus pertinents pour vous, là, étant en service de proximité. Donc, la prévention de la maltraitance, la négligence,
Le soutien des capacités parentales, on a aussi des travaux là-dessus. La réussite et les transitions scolaires. L'adaptation de l'intervention aux réalités migratoires ethnoculturelles. On a aussi là, plusieurs travaux sur les inégalités sociales. Là, je vais vous donner quelques exemples un petit peu plus concrets. On a par exemple des chercheurs de l'UJD qui ont travaillé à développer l'initiative Espace Parents, qui est un groupe de soutien aux parents qui arrivent dans la société québécoise et pour lesquels il pourrait être pertinent de pouvoir discuter avec d'autres parents qui vivent la même réalité d'eux qu'eux, ben, de leur réalité en tant que nouveaux arrivants. Donc, cette initiative-là est évaluée depuis les tout débuts. Elle se développe vraiment sous la forme de recherche-action. Donc, ben, ce que ça génère, dans le fond, cette initiative-là, ben, c'est des repères concrets pour qu'on puisse adapter l'accompagnement des parents quand ils arrivent dans notre société. On a une chercheure qui s'appelle Véronique Dupéry, qui est membre de l'IUJD, donc qui, elle, travaille davantage sur la scolarisation des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Donc, elle a, par exemple, fait récemment là, un projet qui vise à étudier le réseau social de ces jeunes-là. Donc, et dans cet article-là, il y a des recommandations là, par rapport à des interventions qui peuvent renforcer, dans le fond, le soutien des liens significatifs au bénéfice de ces enfants-là. Et plus près de nous, là, nous, on a développé à l'UJD depuis quelques années un programme qui s'appelle Mon enfant et moi, qui est un programme qui vise à outiller, à accompagner les parents qui vivent avec un trouble de personnalité limite. Donc, c'est un programme là, qui est sous la forme d'atelier, qui a été évalué aussi par le biais d'une recherche qui vise à favoriser l'engagement, la diminution des pratiques parentales problématiques pour ces familles-là. Le projet de recherche qui a démontré jusqu'à maintenant, c'est une meilleure alliance entre le parent et l'intervenant, des effets aussi sur la vie familiale. De ce programme-là, on est en train d'extraire en ce moment une formation qui va porter sur le TPL, beaucoup plus générale que le programme. On est en train de développer cette formation-là avec la formation continue partagée et elle va être disponible sur l'ENA. Donc, à l'ensemble des intervenants, là, dans le courant du mois de juin de l'année prochaine, on va faire de la publicité quand ça sera prêt. On va s'arranger pour que ça vienne à vos oreilles. Mais on pense que c'est une formation là, qui pourrait certainement là, vous utiliser dans votre pratique avec des parents qui ont un trouble de personnalité limite. On peut aller un petit peu plus loin à la diapo 30. On peut avancer encore. Encore. Je m'en vais sur la diapo qui porte ici, exactement. Donc, évidemment, on génère beaucoup de connaissances, on développe beaucoup d'outils, tout ça. Mais ce qu'on souhaite, c'est que cette connaissance-là qu'on développe, elle puisse vivre dans le fond et qu'elle puisse vous être le plus utile possible. Pour ce faire, ben, on a différentes modalités de transfert de connaissances. On a des conférences cliniques sur l'heure du midi durant toute l'année, une fois par mois. On organise aussi un colloque aux 2 ans. Après ça, on a beaucoup d'outils vulgarisés, comme par exemple des coups d'œil où on vise à vulgariser des articles scientifiques, des bulletins aussi où on explique le développement de certains de nos programmes, des infographies. On a des capsules vidéo aussi. Par exemple, on a une capsule qu'on a fait depuis quelques années sur le trauma, donc qui vise à sensibiliser sur les pratiques sensibles au trauma, qui est disponible sur le site internet capsuletrauma.com. Donc, assez intéressante aussi, je crois. Évidemment, là, comme je disais, on a des programmes aussi qu'on développe dans le cadre des pratiques de pointe et des formations aussi qui sont issues de ces pratiques-là, comme celle que je vous nommais là, sur le trouble de personnalité limite. Puis, vous voyez à l'écran là, différents projets, là, différents événements qui ont lieu, différents outils qu'on a diffusés. On a une infolettre vous pouvez aller sur notre site internet eujd.ca, vous abonner à notre infolettre. C'est un bon moyen de rester informé par rapport à tout ce qu'on fait. Donc voilà, Jean, je te céderai la parole. Je peux continuer par rapport aux crémisses s'il y a des enjeux de micro.
Vas-y, Véronique. Parfait, j'y vais. Donc, j'allais céder la parole à Jean pour vous parler, dans le fond, de la mission universitaire dans sa globalité. Nous, les UJD, on est un institut universitaire, mais on a plusieurs désignations universitaires dans notre CIUS, dont le CREMIS, donc qui est le centre qui travaille sur les inégalités sociales. Je vous épargne l'acronyme complet, j'arrive jamais à le dire. Le CREMIS, qui est dans notre direction aussi, fait beaucoup de travaux qui sont de nature plus transversale à tous les programmes services de labeur et qui travaillent sur plusieurs thématiques là, qui sont susceptibles de vous intéresser du côté des services de proximité. Ils travaillent beaucoup, ils donnent beaucoup de place dans leurs travaux aux expériences vécues. Ils sont beaucoup axés aussi là, sur la recherche qualitative. Puis là, je pense par exemple ils ont fait un dossier là, récemment sur l'itinérance jeunesse auquel on a collaboré nous aussi, mais qui peut probablement là, être assez intéressant pour vous. Tout ça est disponible sur leur site web aussi. Ils ont fait aussi là, un projet de recherche récemment aussi sur l'inclusion de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres. Il va y avoir un rapport là, qui va être disponible sous peu. Donc, ils ont aussi plusieurs moyens de transfert de connaissances, évidemment, comme nous, ils souhaitent diffuser leur savoir au plus grand nombre de personnes. Ils ont une série balado aussi. Ils ont des dîners d'apprentissage également. Vous pouvez trouver là, tout ça sur leur site Internet. On pourra vous faire parvenir l'information là, un petit peu plus tard. Ça termine pour moi. Bien, merci, Véronique. Peut-être un petit mot sur notre nouveau directeur scientifique. Véronique, peut-être sur le profil à l'IUJD pour le bénéfice de tout le monde. Tandis que j'ai la parole, ça fait aussi partie des priorités, hein, de mettre plus de l'avant tous les travaux qui sont faits par l'IUJD, autant au niveau de la direction de la protection de la jeunesse que du programme jeunesse. Merci d'être là, Véronique, avec nous. Mais faire connaître, impliquer, qu'il y ait du transfert de connaissances, je sais que vous le faites déjà, mais assurément qu'on peut faire un pas de plus. Je pense que c'est dans les orientations de notre nouveau directeur scientifique que je te laisse peut-être juste présenter en quelques mots, Véronique. Tout à fait. Donc, Tonino Esposito s'est joint à nous au mois de mai. Tonino travaille beaucoup du côté des... il a développé des indicateurs avec des formules mathématiques longues comme ça, mais aussi il travaille beaucoup sur les inégalités sociales. Donc, arriver à comprendre comment la protection de la jeunesse s'incarne davantage dans différents milieux où on a, par exemple, des conditions socio-économiques plus défavorables. Tout ça dans une optique de prévention. Je pense que la Direction nationale de la protection de la jeunesse, par exemple, Mme Hill, pour ne pas la nommer, s'inscrit beaucoup dans cette logique-là de prévention. Puis nous aussi, dans le cadre du renouvellement de notre programmation de recherche, on va davantage axer là-dessus. Donc, certainement là, que nos travaux futurs vont se rapprocher encore là, davantage de tout ce qui concerne la première ligne. Merci, merci, merci. Donc, je prends le relais, puis peut-être j'ajouterai à tes propos, Véronique, que Tonino a aussi un axe de recherche qui est intéressant et important, surtout pour vous. C'est vraiment la place de la première ligne versus la place de la protection de la jeunesse. Comment on peut intervenir différemment, comment on peut peut-être moins accéder au placement pour nos jeunes. Vous faites déjà beaucoup de travaux en ce sens-là, mais c'est vraiment une des priorités, puis un des dadas un petit peu de Tonino. Donc, ça positionne différemment au niveau des travaux de l'IUJD. Ça va? Donc, on poursuit. Mot du directeur, dans le fond, quelques éléments à haut niveau pour la direction, parce que, comme vous le voyez, on fait une tournée avec des spécifiques. Ce qui a été nommé tantôt de l'IUJD, il y a des travaux qui concernent l'hébergement, d'autres secteurs, un petit peu plus l'application des mesures, mais on veut être avec vous, vraiment gronder là, sur vos secteurs d'activité. Optimisation des espaces de façon générale, hein, ça se poursuit. On est toujours à la même place. Dans le fond, on re-questionne partout où on a des intervenants, où on a des espaces particuliers. On a un projet majeur au 1001 de Maisonneuve. Vous en avez certainement entendu parler, notamment au niveau des équipes de réadaptation dans la communauté. Mais pour toutes les équipes, la direction du programme jeunesse et de la DPJ, Jean-Sébastien pourra en glisser un mot tantôt au niveau de l'échange, nous allons quitter le 1001 de Maisonneuve d'ici les 2 prochaines années. Donc, ça va être concret, ça va se faire, ça a été parlé à plusieurs occasions qu'on quitterait le 1001 de Maisonneuve, mais il y aura des phases, il y a certaines équipes qui vont quitter
d'ici à juin 2026. Le lieu de destination, c'est le 1595 Ontario-Est et le pavillon Mayou, plus pour des secteurs administratifs ou des secteurs qui ne sont pas en lien direct avec la clientèle. Jean-Sébastien, peut-être tantôt, tu pourras nous en glisser un mot, mais à haut niveau, on est là. Donc, un projet majeur d'optimisation. Vous allez voir peut-être des équipes arriver au 66 Sainte-Catherine. Dans le fond, là, on est en train actuellement, Jean-Sébastien, le porteur pour la direction, là, d'y travailler très fort. Au niveau situation financière de l'établissement, vous le savez, vous en entendez parler. Merci beaucoup. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on travaille très fort dans un contexte de restrictions budgétaires, dans un contexte, évidemment, de rigueur financière et de performance financière. Rapidement, pour vous indiquer qu'on a des cibles au niveau de la direction du programme jeunesse, j'ai des cibles de réduction. Nous avons des cibles de réduction à la hauteur de 6,5 millions. Donc, c'est normal si vous entendez parler de performance, de restrictions avec vos gestionnaires. On essaie le moins possible que ça touche l'organisation des services, mais il y a des pas majeurs qui ont été faits au cours des 2 dernières années et on poursuit dans cette direction-là, mais c'est le sujet du jour. Je suis avec vos directeurs adjoints dans des comités de santé financière qui sont animés par notre PDG, où les hors-cadres sont là, donc DGA, PDGA, directrice des ressources humaines qui est là aussi, directrice des ressources financières, et vous en avez certainement entendu parler, mais on travaille sur nos centres d'activité qui sont non performants au sein de la direction. Et bref, vous pourrez forer un petit peu plus avec Isabelle ou avec vos gestionnaires, mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'on travaille actuellement. Pression très forte sur l'hébergement, j'en glisse un mot, mais actuellement, on a des secteurs d'activité qui sont hyper engorgés. Vous allez me dire, Jason, ça fait 2 ans que tu nous en parles, mais là, il y a des secteurs un petit peu plus pointus, comme la garde fermée, évidemment, les gens qui sont détenus en vertu de la LSJPA, c'est critique actuellement, l'engorgement au niveau de Laval, Montréal. Ça nous amène évidemment à travailler différemment avec les autres établissements, mais le lien à faire avec vous, c'est travailler différemment, à faire des PD, à s'assurer finalement, à re-questionner tous les placements qui lui ont lieu. On a fait des opérations Blitz pour réduire parfois la durée de certains placements, mais vous êtes essentiel dans cet échiquier-là de bien travailler avec les familles, puis les liens à faire avec l'application des mesures ou à d'autres niveaux. Je ne vais pas plus loin, là, mais c'est quand même une préoccupation majeure au niveau de la direction. Je l'ai nommé tantôt. Comme vous le voyez, 3 nouvelles personnes qui assument des fonctions de direction adjointe au niveau de la direction du programme jeunesse. Je tiens à le souligner, ça a beaucoup bougé au cours de la dernière année. Je suis fier que notre équipe, votre équipe, soit constituée. Merci Chantal d'être là, Virginie, Jean-Sébastien. On a des directeurs adjoints et des directrices adjointes engagés, qui connaissent la business, qui sont curieux, qui sont impliqués. Puis évidemment, Isabelle, tu es la doyenne. Merci d'être là. Merci d'être là avec des changements. Évidemment, des changements importants, et j'y arrive, je fais le lien, des changements de structure qui ont impacté directement ta direction adjointe, votre direction adjointe. Évidemment, pas besoin d'aller très, très loin à ce niveau-là. Je pense qu'Isabelle vous a beaucoup animé. Mais merci, Isabelle. 2 nouvelles coordinations au sein de ta direction qui amènent évidemment beaucoup d'apprentissage nouveau, des connaissances à développer, de faire confiance à des équipes qui amènent peut-être certains aussi remaniements. Tu es là-dedans. Et qui amènent aussi des questionnements sur notre façon de faire. Donc, je tiens à souligner que ce travail-là d'intégration, je considère, a été très bien fait. Isabelle, tu as rencontré l'ensemble des gestionnaires. Tu étais curieuse de leur réalité, mais des secteurs qui sont, encore une fois, assez critiques, avec beaucoup de pain sur la planche, puis du mouvement qui se fait. Donc, c'est des changements majeurs et importants. Jean-Sébastien, tu es avec nous aujourd'hui. Vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'il y a des changements importants de gouvernance au niveau de nos 2 directions. On a l'arrivée aussi de Nadine Tifo. Nadine, qui est notre DPJ-DP, directrice provinciale. Il y a des changements importants qui se sont faits au niveau national ou au niveau provincial.
qui vont culminer chez nous dans les prochaines semaines. Donc, les secteurs de l'application des mesures qui sont sous la gouverne actuellement de Jean-Sébastien, avec les 2 coordonnatrices qui sont là, Mélanie Bouchard et Fanny Saint-Martin, qui est là par intérim, seront désormais sous l'organigramme, dans le fond, relèveront de la directrice de la protection de la jeunesse. Donc, vous allez voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, un nouvel organigramme au niveau de la DPJ. Donc, tranquillement, pas vite, la transition se fait, et peut-être de façon un petit peu moins importante, mais peut-être que mon qualificatif n'est pas le bon. Vous vous en rappelez qu'on avait fait des changements. Il y a aussi 3 équipes au niveau des délégués jeunesse. C'est comme l'application des mesures, mais pour la LSJPA. Donc, on a 3 équipes. Ces 3 équipes-là vont également relever de la direction de la protection de la jeunesse. Donc, ça fait partie des changements. Hein. Quand il y avait 2 coordinations qui ont basculé, Nathalie Pélibossian relevait la coordination, relevait de Jean-Sébastien. Donc, on termine ces changements de structure-là. Ça a pris un certain temps. Je fais le pouce, ça m'amène sur Santé Québec. Changements d'organigramme comme ceux-là, évidemment, doivent être entérinés par Santé Québec. On a eu les confirmations la semaine dernière. Donc, c'est pour ça qu'on va confirmer nos différents travaux. Évidemment, dans notre environnement, Santé Québec est très présent, plus présent. Santé Québec se structure actuellement. Et évidemment, sans aller très loin, mais je vous invite à aller parcourir. Il y a différents indicateurs qui sont suivis de très près par Santé Québec. Plus spécifiques, puis vous allez le voir, qui sont plus spécifiques pour la première ligne. Ça m'amène à la salle de pilotage stratégique. Il faut suivre vraiment un petit peu les flèches dans la présentation. Mais je reviens sur Santé Québec. Indicateurs stratégiques, beaucoup d'indicateurs qui concernent peut-être un petit peu plus les milieux hospitaliers. Mais sachez qu'en ce qui vous concerne, nous suivons de façon hebdomadaire et encore une fois, tous les directeurs avec notre PDG et les gens de la DQEPE qui sont beaucoup en appui à nous, tous les indicateurs de Santé Québec. En ce qui vous concerne, il y en a un qui est suivi de très près, mais pour lequel nos résultats vont relativement bien du côté jeunesse. C'est nos délais d'accès en santé mentale jeunesse. Je te regarde, Félix. Donc, félicitations aux équipes. Je pense que ça va très bien de ce côté-là. Il y a des enjeux un petit peu plus importants du côté adulte. Peut-être certains enjeux que tu adresses, Félix, mais on le suit de façon hebdomadaire. Évidemment, je ne prends pas beaucoup la parole. Quand ça va bien, on en parle moins. Mais dans le fond, c'est qu'il y a des travaux importants qui ont été faits. L'autre indicateur, c'est nos délais d'accès pour la prise en charge en première ligne, incluant les secteurs jeunesse. Tantôt, Isabelle, tu pourras nous en glisser un mot un petit peu, mais j'en profite tout de suite pour faire peut-être un bon coup par rapport à ça. Je sais que vous travaillez très fort à épurer les fameux P1, P2, P3. Ça régénère un paquet d'erreurs. Vous y travaillez fort, mais sachez que ce n'est pas dans le vide, là. On en parle encore une fois de façon hebdomadaire. On fait ça de façon prioritaire, là, évidemment, pour les usagers, pour qu'ils aient accès dans un temps assez rapide à nos services. Puis, bien sûr, c'est travailler avec Zina Benchila, avec les autres directions qui ont une organisation de services en première ligne. J'accélère un peu. Santé, sécurité au travail, je regarde les gestionnaires autour de la table. Vous êtes tous maintenant des leaders en prévention au niveau de santé et sécurité au travail. Je fais une petite blague par rapport à ça, mais quand même, je resitue. Pourquoi ça redevient ou ça devient une priorité au niveau de l'organisation? Dans le fond, les coûts pour l'organisation au niveau de santé et sécurité au travail, là, on est autour de 42 millions. C'était les cibles de réduction budgétaire de la dernière année. Donc, plus on va s'améliorer, moins on va être une organisation où il y a des risques probants au niveau de santé et sécurité au travail, plus on va réintégrer notre personnel rapidement, de façon humaine et bienveillante, bien, moins on va dépenser dans ces secteurs d'activité-là et probablement moins on aura de réduction budgétaire au niveau de nos enjeux cliniques. Donc, vous allez voir, on va en discuter. Ça va être remis au centre des priorités. Je vais loin, là, mais de l'animation des AH 223 dans vos réunions d'équipe, comment on s'améliore, comment on travaille sur nos risques. Parfois, c'est perçu comme étant quelque chose de très clérical. Ça ne devrait pas être comme ça. Ensemble, on va y arriver à mettre ça aussi au cœur de nos priorités. L'agrément, je n'en parle pas longtemps. Jean, tu vas nous en glisser un mot. Vous avez travaillé super fort au niveau de l'agrément. Je faisais la blague avec les gestionnaires. Je vivais de l'anxiété par rapport à l'agrément il y a quelques mois. Maintenant, je suis rassuré
grâce aux travaux que vous avez faits. On va en parler tantôt. Je sais là, que c'est un sprint, c'est pas un 250 mètres qu'on a fait, c'est quasiment un 2500. Là. C'est essoufflant, mais on se donnera une autre façon de travailler au cours de la prochaine année. On en reparle tantôt. Des plans, on aurait pu écrire des plans, encore des plans et des directives, mais peut-être rapidement pour se rappeler qu'on est suivi comme jamais, puis je pense que c'est pertinent qu'on le soit. Vous savez, on est un an plus tard, il y a un plan costaud par rapport à Cité des Prairies. Merci Chantal d'être là. Donc, on a fait des pas importants par rapport à Cité des Prairies. On a été visité par l'ancienne directrice nationale au niveau de la protection de la jeunesse. Donc, on a un plan important d'amélioration de nos services de façon plus large que Cité des Prairies au niveau CRJDA. Ce plan-là est dirigé par Virginie. Donc, merci évidemment, Virginie, d'être là. Ça vous touche, ça vous concerne peut-être un petit peu moins, mais oui et non. Plusieurs directives ministérielles ont été émises à partir du printemps dernier jusqu'à l'été. Plusieurs de ces directives-là sont plus en lien avec l'organisation des services, évidemment, CRJDA, comme les mesures de contrôle, les mesures disciplinaires, bref, fugues, des retours de fugues, fouilles. Les enfants des ITSA, là, j'y arrive. Enfants des ITSA, là, on est plus en lien avec votre organisation de service. Dans le fond, la directive, essentiellement, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit faire un PSI dans un délai très rapproché de 15 jours ou 30 jours. Je n'ai peut-être pas la mesure exacte. On était évidemment en écart de pratique un petit peu par rapport à ça. Elle nous rappelle que nos jeunes devraient être hébergés dans des services spécialisés jeunesse, pas nécessairement dans une offre de services qui est plus en CRJDA chez nous, mais qui est plus pour des jeunes qui sont en besoin de protection, moins avec des besoins particuliers. On y travaille beaucoup mieux avec la direction des ITSA. Vous le savez, ça faisait partie d'une de nos préoccupations. On est en conversation ouverte et transparente. Virginie travaille également à ce qu'on mette sur pied une équipe de soutien qui va venir nous donner un coup de pouce de façon beaucoup plus soutenue dans la communauté, mais évidemment pour nos jeunes qui sont hébergés. Il y a une directive aussi qui concerne nos ressources humaines. Il y a des choses qui sont apparues, évidemment, avec Cité des Prairies. Là. Vous pourrez les avoir, les directives. Elles devraient être notamment sur vos stations visuelles, plus celles qui concernent ça. Mais tout ce qui tourne autour de l'embauche, référence, en tout cas, certains critères qui vont aller peut-être un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a amené toutes sortes de réflexions, du personnel un petit peu plus jeune, un petit peu moins expérimenté. Donc, tout aussi un parcours d'accueil, d'orientation et d'intégration de notre nouveau personnel qui va arriver jusqu'à vous en première ligne, qui a été plus au niveau actuellement application des mesures DPJ, volet CRJDA, mais évidemment, qui touchera aussi la première ligne. La dernière fois, j'avais indiqué un ministre curieux et présent. Cette fois-ci, c'est Leslie, que vous connaissez, notre directrice nationale de la protection de la jeunesse. Vous voyez, elle est présente dans l'espace public. Vous avez accès aux vidéos, les petites vidéos, là, on voulait faire suivre, je m'excuse, à tous les niveaux dans l'organisation, mais pour moi, c'est un statement important qu'elle prend. Elle se positionne, elle vient chez nous, elle est venue nous visiter en CRJDA. On va s'assurer qu'elle vienne aussi en première ligne. Elle vous connaît Isabelle. Elle fait appel à Isabelle et aux directrices adjointes. On a reçu une délégation de personnes de la France récemment. Donc, pour moi, c'est hyper important. On travaille en transparence avec Leslie, puis on veut qu'elle soit là pour nous. L'accent sur nos milieux d'hébergement, je prends juste un petit moment aussi pour dire qu'on a des projets de développement majeurs. Il n'y a pas beaucoup de développement immobilier actuellement à l'intérieur du CIUS, considérant les impacts financiers qu'on a parlé tantôt. Mais quand même, on est fiers. Il y a un premier pavillon qui est rénové au Mont-Saint-Antoine, chez la gang chez Chantal. Vous avez vu, on a installé un modulaire. Évidemment, ça commençait. Tant qu'on fasse des travaux au Mont-Saint-Antoine, c'était dû. On a beaucoup de nos points de service qui sont vétustes. Donc, check, c'est commencé. Premier pavillon, je pense que les jeunes ont été contents de réintégrer leur pavillon actuel. Si vous passez sur la rue Saint-Hubert, un gros projet de pas loin de 50 millions, 60, Virginie, je te regarde du coin de l'œil. Mais évidemment, on aura
à terme, en décembre 26, décembre 26, qu'on pourra intégrer 4 nouvelles unités. 4 nouvelles unités, donc 48 places à l'arrière du bâtiment actuel sur Saint-Hubert pour transférer nos jeunes qui sont dans des unités qui ne sont pas désuètes, mais qui sont vieillottes, disons-le comme ça. Et nous aurons aussi dans le bâtiment à l'avant une unité d'encadrement intensif pour 12 adolescentes, 12 filles. Actuellement, l'encadrement intensif est à Laval. Donc, ça aussi, on est en train actuellement, évidemment, de travailler très fort de ce côté-là. C'est un magnifique projet. On vous invitera aux portes ouvertes. Vous allez voir, c'est le fun aussi de se dire qu'on améliore nos différents secteurs. Vétusté des locaux, on le sait, il y avait des tapis, ça ne sent pas toujours bon dans les CLSC, ça monte à mon niveau. On fait tous ces travaux-là, dans le fond, tout le principe d'escalade, même chose du côté de Jean-Sébastien au niveau de l'application des mesures. On a parlé de l'optimisation tantôt, mais sachez qu'on ne lâche pas là, pour tenter d'améliorer, dans le fond, notre espace locatif à différents niveaux. Ça va, dans le fond, pour notre environnement, je demeure à haut niveau. Je voudrais qu'on poursuive dans les bons coups. Je l'ai nommé tantôt, puis Isabelle, tu vas m'aider dans les différents bons coups. Mais vous avez travaillé fort au niveau de vos données. Santé mentale, jeunesse, ça va très bien. Donc, c'est un baume de voir que ça va bien. Quand on dit ça va bien, ça veut dire que ça va bien pour nos équipes, mais ça va bien pour nos usagers qui ont des accès en temps réel. Cette semaine, je disais à Isabelle Dame qui est devant moi, on en a parlé en comité de direction. Vous vous rappelez, vous avez été pilote pour les formations, comment c'était complexe, là, notre processus de formation. Ça a été nommé. Vous avez été remercié en comité de direction d'avoir participé à ce projet pilote-là qui va être élargi à l'ensemble de l'établissement. J'entendais qu'il y a peut-être un autre projet pilote là, pour lequel vous allez être impliqué. Donc, ça, c'est toujours intéressant de pouvoir le nommer. Puis, évidemment, vous êtes impliqué de façon très importante. Je pense qu'Isabelle, tu pilotes bien tout ce qu'on parle au niveau de la performance financière. Tu connais bien tes données, connais bien tes centres d'activité. Donc, tu amènes une conversation à un niveau important. Puis, parfois, au sein d'une direction, on peut se dire, oups, il y a des secteurs qui sont peut-être 3 pas en avant d'autres secteurs d'une direction grosse comme la direction du programme jeunesse, mais vous êtes à l'avant-plan là-dedans, dans la conversation, dans la maturité, dans le fond, des conversations que vous pouvez avoir en lien avec la performance. Isabelle, je te laisserai peut-être nommer certains bons coups. Ça te va? Ben oui, certainement. Mais... c'est mon erreur. Vas-y, Isabelle. J'ai un petit peu peur. C'est pas réglé. Quelqu'un d'autre. Vas-y, voir. Ça se place. Je vois qui nous entend. Donc, est-ce que le son est bon pour les personnes à l'écran? Oui, parfait, excellent. Ben oui, Jason, des bons coups, on pourrait s'en parler pendant toute la journée. Là. Il y a tellement de choses qui se font dans le secteur de la première ligne. C'est vraiment très effervescent. Tu sais, je pense notamment dans la dernière année, puis là, on pourrait en nommer vraiment beaucoup, parce que la dernière tournée remonte à un petit peu de temps, mais ça me fait plaisir de nommer ça devant mon groupe de direction aussi. Puis peut-être que tout le monde n'est pas au courant des bons coups de toutes les équipes également. Travaux pour IAB, initiative Amis des bébés, comme ça a été beaucoup d'efforts. Vous êtes très impliqués pour les équipes concernées, puis je vous remercie pour ça, parce que je trouve également que pour ce sujet, on est à l'avant-plan. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits autour des cours prénataux, notamment pour impliquer le volet travail social. Ça, je suis vraiment très fière de ces travaux-là. Tu parlais de la gestion de la liste d'attente, les délais d'accès, notamment, mais il y a plus que les délais d'accès dans tout ça. Il y a toute cette gestion-là de l'attente, la mise en place d'un premier service rapide du côté de la santé mentale jeunesse, mais tout le souci, quand j'ai fait la tournée des bilans pour voir les équipes, tout le souci que les intervenants ont autour de l'attente des jeunes pour avoir un service, pour moi, ça me dit qu'on rame toutes du même bord. Mécanisme d'accès à Gerto, beaucoup de travaux dans la dernière année pour mettre ceci en place, donc merci à l'équipe. Je vais parler aussi comme bon coup, on a quand même amélioré les ratios de cours d'eau professionnels SAC avec les intervenants. Ça, pour moi, c'est un bon coup pour être en mesure de mieux soutenir
les équipes. Je pense d'ailleurs à Agirto, où on a mis en place un cordeau professionnel pour mieux soutenir les orthos et les ergos. Fait que ça, pour moi, là, c'est du beau travail. Je voudrais souligner aussi les efforts autour de la vaccination. Il y a eu beaucoup de plans d'action. Tu parlais de beaucoup de plans d'action. Tantôt, Jason, il y a eu beaucoup de plans d'action autour de l'amélioration des cibles de vaccination. Les équipes travaillent fort. Aussi pour les hygiénistes dentaires, qu'on rejoint toutes les écoles pour les salons dentaires. C'est de la logistique, tout ça. Là. Fait que je voulais quand même souligner là, tous les travaux qui sont faits dans ce sens-là. Tu nommais tantôt l'agrément, Jason. On est quand même très mobilisés en première ligne. J'espère que vous êtes confiants, parce que moi, je suis quand même confiante de tout ce qui est fait, de la qualité du travail qui est fait. Là. Donc, je voudrais remercier tout le monde là, pour toute cette mobilisation-là. Je te laisse poursuivre. Donc, je reviens, je repartage, ça ne sera pas très long. Ça va? On est parti? Donc, je reprends les éléments. Planification stratégique 25-26. Dans le fond, on se rappelle, au niveau de l'organisation, il y a une planification à haut niveau, hein, évidemment, qui est demandée pour chacune des directions. Donc, nous en avons une, au niveau de la direction du programme jeunesse. Peut-être rappeler les 4 priorités organisationnelles, puis vous allez voir que ça fait un lien, là, j'y reviens. Attraction et fidélisation de la main-d'œuvre, c'était une priorité qui était existante, qui était là l'année dernière. Accessibilité, soins et services, toujours un petit peu la même. Vous avez fait vos exercices feedback là-dessus. Transformation numérique et innovation, puis peut-être une nouveauté, tantôt on en parlera un petit peu plus. Expérience usagers et leurs proches, c'est une nouvelle priorité organisationnelle qui a été mise de l'avant cette année. Puis quand on faisait nos exercices feedback, c'était plus en lien un petit peu avec la commission Laurent, fait qu'on pourra y revenir là, un petit peu plus tard. Là, vous ne voyez pas grand-chose. Je fais juste la projeter. Pourquoi? Parce que ça pourrait être mis sur la station visuelle, mais ça regroupe, dans le fond, la planification de la direction à tous les niveaux. Puis là, vous allez voir, et voilà, on voit un petit peu mieux. Dans le fond, on le reprend ensemble à haut niveau. C'est quoi le plan d'action de la direction du programme jeunesse pour l'attraction, fidélisation de la main-d'œuvre? Puis ensuite, Isabelle va poursuivre pour peut-être plus un petit peu dans vos secteurs spécifiques. Je peux y aller assez rondement, à haut niveau. Évidemment, dans l'attraction et fidélisation de la main-d'œuvre, il y a eu tout le déploiement d'un programme de coaching à l'application des mesures. Vous voyez, là-dedans, à haut niveau, il y en a pour toutes les directions. Il y a une trajectoire usagée ayant une déficience intellectuelle, TSA, une DP, qui est documentée, appliquée, suivie et évaluée. Dans le fond, je l'ai nommé tantôt avec le bénéfice de Virginie. On travaille mieux, plus. Donc, on va se concerter, mais pour nous, on veut avoir une trajectoire beaucoup plus claire, que ce soit à l'externe, mais pour nos jeunes DI, TSA, DP qui sont hébergés. Évidemment, des éducateurs en CRJDA qui ont accès à une trajectoire bonifiée d'accompagnement pour les nouveaux éducateurs. Je l'ai nommé tantôt, le PAOI qui vient de nous arriver, dans le fond, pas tant comme une directive, là, puis qui nous est arrivé directement de Santé Québec. Donc, ce sera des choses que nous aurons à mettre en place et qui a déjà commencé. Je te regarde Virginie et Chantal, là, on a nos conseillères cadres qui travaillent à ce niveau-là. Peut-être à haut niveau, je pense que vous le faites chez vous aussi. Les activités de mentorat destinées aux nouveaux gestionnaires, c'est quand même une réalité. On a beaucoup de plus jeunes gestionnaires au sein de la direction du programme jeunesse. Merci d'être là, de vous investir, mais ça fait partie de nos priorités de mieux vous accompagner. Puis, mise en place de modalités permettant d'améliorer le recrutement des types d'emplois critiques à tous les niveaux, mais quand même assez intéressant de dire qu'on a été un petit peu moins en pénurie dans certains secteurs qui étaient critiques, notamment les éducateurs en CRJDA, les agents d'intervention. Je me permets d'en glisser un mot aussi, Jean-Sébastien, au niveau de l'application des mesures. On est dans des gains historiques, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'absence ou de PVAA. Peut-être, Jean-Sébastien, je ne me rappelle pas à quel niveau que vous êtes actuellement au niveau de l'applique, mais... Au niveau de l'application des mesures, Jason, effectivement, c'est historique. On avoisine les 10 chaises vides. Là, on a eu un petit glissement à 15, mais on était en bas de 10 il y a peut-être 2-3 semaines. Si on se compare à l'année passée, on pouvait facilement être
30, 35 personnes manquantes. Fait qu'il y a vraiment un beau travail. Et c'est aussi grâce aux équipes au niveau de l'accueil qui est fait aux nouveaux employés. Programme coaching qu'on a revisité également. Fait que vraiment, merci à toutes les équipes. Merci. Isabelle? Continue pour mon secteur? Oui. Parfait. Donc, en fait, je vais prendre un petit moment avec vous pour vous parler des retombées de notre tournée des rencontres bilan, puis de vos exercices feedback. Il y a quand même plusieurs choses qu'on a entendues dans nos tournées qui nous ont mis en action sur certains sujets. Premièrement, j'aimerais vous parler du recrutement parce que c'est quand même un aspect qui est beaucoup ressorti quand je suis passée vous voir récemment. Puis, tout ce qui touche au processus de recrutement, sûrement, tu parlais d'un projet pilote qui s'en vient, Jason, c'est à ce sujet-là pour faciliter, améliorer, puis faire que les gens soient capables de rentrer dans nos équipes le plus rapidement possible avec un accompagnement qui est approprié. Donc, tout ce qui touche faciliter l'embauche, là, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On rencontre aussi en début de session nos stagiaires. Donc, nos stagiaires nous partagent aussi beaucoup de feedback sur comment a été leur expérience d'atterrissage dans nos équipes. Et pour ça, là, on fait quand même plusieurs suivis avec l'ADER et les organisateurs communautaires pour être capable de leur montrer un peu nos milieux puis les faire face de la première ligne. Donc, ça, c'est en cours. Tout ce qui touche les troncs communs de formation et coaching, là, ça fait partie des choses qui étaient déjà comme en travail, mais sur lesquelles on continue pour faciliter l'accès aux formations qui sont pertinentes, surtout pour ceux qui sont plus nouveaux dans les équipes. Fait qu'on a des seniors, donc on veut s'assurer que notre offre réponde à leurs besoins. Puis peut-être un dernier point, là, Jason, puis je pense que c'est bon que tu l'entendes. Là, on a beaucoup entendu l'accessibilité à des ressources humaines plus humaines. Lors du bilan. Donc, évidemment, un plan d'action autour de ça, c'est pas simple, hein, parce qu'on est on est en collaboration avec nos collaborateurs avec les ressources humaines. Évidemment, le guichet d'accès aux employés, c'est pas quelque chose au niveau de l'organisation qui va changer, mais on a bien entendu vos préoccupations, puis on va essayer de voir comment on est capable, à notre niveau, dans nos zones de contrôle, améliorer cette situation-là pour nos intervenants là, qui vivent certains irritants en lien avec ça. J'y arrive. Mais message entendu, Isabelle, puis dans le fond aussi pour le bénéfice de tout le monde, avec tous les écueils, avec les ressources humaines, sachez que Valérie Jacob va venir nous rencontrer, l'équipe de direction sous peu. Puis je pense que c'est su et connu que notre niveau de satisfaction, on n'est pas à 8 ou 9 sur 10. Hein. Évidemment, fait que ça, dans le fond, dans la bienveillance, là, mais je pense qu'il faut qu'on adresse certains enjeux qu'on a, bien évidemment, avec les ressources humaines. Je poursuis, accessibilité, soins et services. Bien, il y a plusieurs points qui te concernent que je pourrais peut-être te laisser aller, Isabelle, mais je vais quand même débuter. On l'a entendu tantôt, mais on poursuit dans la bonification de l'offre de services liée aux activités réservées à l'application des mesures. Caroline en a discuté. On l'a fait l'année dernière, Jean-Sébastien, grâce au travail que vous avez fait, révision de l'offre de services pour que ça soit 0-17 ans sur l'ensemble du territoire montréalais. Nos milieux de vie qui sont adaptés aux besoins des jeunes au niveau sécurité, mais à tous les niveaux, chez Virginie puis Chantal, je l'ai parlé tantôt d'un nouveau bâtiment au niveau de DSM. Bien, nos jeunes ont été impliqués dans l'aménagement intérieur, l'aménagement extérieur avec ce qui s'est passé à Cité des Prairies, évidemment. On revisite tous nos aspects de sécurité dans nos différents sites. Mais ça faisait aussi partie des recommandations de la Commission Laurent d'avoir des milieux de vie qui sont beaux, intéressants, sécuritaires, à l'image de nos jeunes. Bien, pour nous, on poursuit dans cette veine-là. J'en ai parlé tantôt, amélioration des délais d'accès en santé mentale jeunesse. Il reste peut-être un petit bout à faire, mais je trouve que c'est important que ça demeure dans les priorités de la direction. On est bon, on poursuit de s'améliorer. Et ça nous permet de le mettre sur le dessus de la pile. Évidemment, une planification comme ça de direction, bien, c'est entériné, c'est vu par nos directions générales. Donc, on est à ce niveau-là. Je regarde rapidement, c'est pour l'essentiel, ce qui te permet, Isabelle, de reprendre la parole là, sur différents autres aspects. Je ferme mon micro
À toi la parole. Oui, je pense, Jason, tu n'as pas nommé tout ce qui touche les modalités entourant le recrutement des familles d'accueil. J'en profite pour le souligner parce que ça fait partie de mes nouveaux secteurs que j'ai pris en charge récemment. Donc, on a quand même une contingence au niveau du nombre de familles d'accueil disponibles pour accueillir les jeunes qui ont besoin d'être placés en ce moment. Puis, on fait affaire avec des étudiants en entrepreneurship de la Beauce qui souhaitent s'investir pour faire une grosse campagne de vitrine, là, de mettre à l'avant-plan, là, dans le fond, les besoins pour qu'on puisse essayer de recruter davantage des familles d'accueil. Fait que ça, je le dépose parce que c'est un projet qui me tient à cœur là, quand je vois à quel point on n'a pas beaucoup de familles d'accueil puis que nos chefs ont des berceaux dans leur bureau parce qu'il faut qu'ils débarquent parce qu'on grossit l'intérieur là, en ce moment, tellement on n'en a pas. Là. Donc, c'est un projet là, qui va être super intéressant à suivre en espérant qu'il y ait de super retombées également. Je reviens vers notre secteur par rapport aux exercices feedback. Il y a quand même beaucoup de choses aussi qui nous ont été dites autour de l'accessibilité. Ce que j'aurais dû nommer comme bon coup aussi tantôt, c'était la mise en place de l'offre de groupe cercle de sécurité pour lequel on a beaucoup de bons commentaires. Puis dans ce sens-là aussi, on souhaite avoir une offre de groupe qui est récurrente et complémentaire. Je pense notamment à hors-piste, puis peut-être d'autres types de groupes qui pourraient être complémentaires au cercle de sécurité. Là. Donc ça, c'est des choses vers lesquelles on va travailler dans la prochaine année. Améliorer l'état des lieux pour les usagers, je pourrais dire aussi pour les intervenants, là, dans le sens où on a, oui, les tournées environnementales, puis ça me permet d'ailleurs de donner un bon coup à mes 2 gestionnaires de site, Saint-Henri, Marie-André, et Julie pour Saint-Louis-du-Parc, qui sont très investis dans l'amélioration des lieux physiques. Mais sachez que dans chacun des CLSC, il y a des gestionnaires de sites qui font des tournées pour justement améliorer la situation, puis ne plus avoir dans le fond, des cas d'encombrement majeurs et autres situations. Tout ça pour nous, nos équipes, mais aussi les usagers et la sécurité des usagers. On parle souvent des salles d'entrevue comme quoi sont désuètes. Ça fait partie des choses qu'on veut regarder cette année là, pour trouver des stratégies pour bonifier puis répondre aux besoins puis de ne pas être resté dans les années 80, disons, en termes de disponibilité de salles. On a beaucoup parlé de la satisfaction des jeunes de sonder, parce qu'on n'a pas vraiment de sondage. Donc, ça, c'est lancé dans toutes nos équipes, mais c'est très embryonnaire, hein, puisqu'on a eu à date, dans le fond, un rapport de sondage, mais c'est un petit nombre d'usagers, donc encore trop minime pour se faire des stratégies d'action. Donc, on va en recevoir d'autres là, prochainement, ce qui va nous permettre de pouvoir se focusser là-dessus puis voir qu'est-ce qu'on a amélioré, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, puis entendre la voix des usagers au travers de ces sondages-là. Évidemment, on a aussi besoin de développer des partenariats pour faire connaître nos offres de services. Ça, ce n'est pas un nouveau sujet. C'est sûr qu'on travaille sur le site web, la zone professionnelle. Là, donc, ça fait partie des choses améliorées. Donc, faciliter l'accès à nos services. Il y a une campagne de com pour le service CAF aussi qui s'en vient là, vers la fin du mois. Là, on va nous présenter une première ébauche. Donc, ça s'en vient très bientôt pour mieux faire connaître les services de CAF. Fait que ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce qu'il y a tellement du beau travail qui est fait puis c'est souvent pas connu de tous. Donc, voici un peu notre table à dessin la prochaine année sur ce sujet-là. Micro. Merci. Donc, je poursuis. Transformation numérique et innovation. Je peux peut-être y aller à haut niveau. Implantation du processus clinique intégré numérique. Jean-Sébastien, un petit mot là-dessus, considérant que tu es à côté de moi. Le PCI, c'est-tu clair pour tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire sinon, en quelques mots? En fait, c'est le chemin d'usager à travers nos services, donc de la porte d'entrée jusqu'à la sortie. C'est un document qui apparaît dans Intranet, mais qui est désuet, que personne ne consulte, et on attend cette plateforme-là depuis ton arrivée. Donc, depuis très longtemps. Ça va arriver. Non, Merci. c'est ça. OK. Bon. Je pense qu'il y a des messages qui sont passés. Oui. Donc, PCI numérique, c'est sur la planche à dessin. Ça va se réaliser au cours de la prochaine année. Je vais rapidement sur peut-être un petit élément qui peut vous apparaître anodin, mais la gestion des visites en centre de réadaptation, surtout dans nos unités de garde fermée où on a des jeunes qui sont détenus, c'est un enjeu majeur. On l'a revisé. Mais évidemment, même on pourrait le qualifier dans l'expérience usagée,
On va essayer une nouvelle modalité. Pardon? Ah, OK. Je vais ouvrir. Caméra ouverte. Donc, une modalité particulière à Cité des Prairies pour la prise de rendez-vous. Puis évidemment, dans transformation numérique et innovation, j'en ai glissé un mot tantôt, mais ce qui est important pour nous, puis vous le voyez de plus en plus dans des Power BI, on a une page au niveau de la direction du programme jeunesse, c'est de vous rendre accessible les données le plus possible en temps réel pour qu'on puisse prendre les décisions le plus éclairées possible, faire les bonnes redditions de comptes. Je regarde, je vois des gens autour de la table, vous êtes impliqués dans des gestreds, dans toutes sortes de redditions, mais pour lesquelles les données sont importantes. Donc, une emphase qui sera mise au niveau de la direction du programme jeunesse. Puis je te laisserai la parole peut-être, Isabelle, juste pour parler de SoftWeb et SILP. Je pense que vous savez tous un petit peu c'est quoi, mais ça fait partie aussi de notre planification pour l'année en cours. Oui, c'est plus les infirmières qui savent de quoi on parle quand on parle de SoftWeb et SILP. En fait, on vise un déploiement là, à Jeanne-Mance, ici en première ligne, mais aussi en hébergement là, pour les équipes infirmières. Donc ça s'en vient là, très, très, très prochainement, là, ce développement-là, qui est quand même une bonne nouvelle là, pour uniformiser nos façons de faire. Là. Donc, sans plus, je ne rentrerai pas dans les détails puisque c'est très, très, très spécifique, là, mais les infirmières du groupe comprennent ce que je veux dire. Ça s'en vient. Feedback par rapport à ça? Feedback par rapport à ça, bien, certainement, transformation numérique, on en entend parler depuis des années. Jason, je me permets de le dire ici au groupe, là, on n'est pas très équipé en première ligne. Là. Il y a encore plusieurs équipes qui n'ont pas tout ce dont ils ont besoin. Ta caméra est encore fermée. Parce qu'on veut te voir, vas-y. Ah, bien, OK, super. Je n'avais pas tout capté, tu sais. C'est ça. Vous aussi, j'ai besoin de me transformer numérique. Mais bon, donc, tu sais, c'est bien entendu. On a bien entendu les besoins des équipes en termes de bonification de la flotte d'ordi, de portables, d'accès au cellulaire aussi. Donc, on est en train de regarder tout ce qu'on peut faire par rapport à ça. Là, moi, je me suis donné comme objectif de ne plus en entendre parler au prochain bilan. Là. Fait que vous pouvez me citer, OK? Au prochain bilan, je m'en parler encore. Fait que c'est mon objectif. Évidemment, c'est ça. Prenez des notes, je me le fais à moi-même. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup entendu parler de Miles, en bien, en moins bien aussi. C'est quand même un avancé d'avoir accès aux dossiers numériques, mais c'est quand même restrictif en termes d'utilisation de formulaires. Là, je sais que c'est des irritants pour beaucoup, que les champs ne nous permettent pas d'écrire tout ce qu'on a besoin, qu'on est pogné à faire des notes d'évolution finalement, parce que le formulaire n'est pas suffisamment dynamique pour être intégré dans son entièreté dans Mail. Donc, évidemment, il n'y a pas grand-chose que je peux faire par rapport à ça. On l'entend, mais on va essayer de trouver des façons de faire ou en tout cas, des façons de faire qui facilitent le travail. Fait qu'on a ça dans la mire. J'ai beaucoup entendu parler de la dictée numérique. Donc, au travers Mail, là, certains ont eu accès à des essais gratuits. Là, puis je pense que c'était exactement un coup de cœur pour Cœur-Oui, qui était d'ailleurs un projet dans l'œil du tigre au sein de l'organisation cette année. Fait qu'il y a des retombées de ça, puis on a un œil là, sur ces retombées-là, voir est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable d'intégrer ou pas. Je ne peux pas dire que ça va être intégré à tout coup, là, mais je pense quand même qu'on a des leviers, puis on a des retombées de l'œil du tigre pour voir si c'est applicable ou pas. Là. Donc, c'est ça un peu qu'on a sur le plan de match pour la prochaine année. Poursuit. J'arrive. Expérience usagée et leurs proches. Virginie, je te cède le micro. Alors, voilà, ça devrait fonctionner. Donc, amélioration de l'expérience usagée de leurs proches. Comme Jason le mentionnait précédemment, c'est une 4e priorité qui a été ajoutée. Je pense que l'objectif, ce n'était pas d'ajouter du volume à nos priorités, mais ajouter du sens dans nos priorités. Je pense qu'on ne peut pas parler des soins et des services qu'on offre sans parler de la qualité de l'expérience des usagers des proches. Donc, je pense que c'est un beau geste signature de notre établissement que de choisir de suivre avec une grande vigie, une belle rigueur, l'ensemble des actions qui sont organisées dans toutes les directions de notre établissement autour de l'amélioration de l'expérience usagée et des proches. Donc, il y a eu 4 piliers qui ont été sélectionnés pour faire vivre l'expérience usagée.
Dans ce que vous voyez à l'écran, il y en a deux qui sont explicités. Donc, le premier qui est la continuité au niveau du déploiement du mouvement de tout cœur avec vous, où on veut améliorer la qualité de la relation entre l'usager, le proche et l'intervenant. Donc, dans notre direction, il y a plusieurs initiatives qui sont actuellement en cours. Celles qu'on a associées en suivi de façon plus prononcée, on vous dirait, là, c'est vraiment dans le volet de mon côté, là, au niveau de l'hébergement, où on veut s'assurer d'avoir des actions autour de l'amélioration de la qualité de la relation, avec un focus particulier pour l'accueil des jeunes qui viennent d'arriver pour la première fois dans un milieu d'hébergement, mais aussi l'accueil des parents qui arrivent pour la première fois. C'est toujours nouveau, c'est jamais déjà arrivé, souvent pour plusieurs. Pour nous, ben, c'est le 30e jeune, le 60e jeune. Donc, des fois, au niveau des pratiques, là, on pense qu'il y a des choses qu'on pourrait continuer d'ajuster pour rester sensible à l'expérience et à ce qui est en train de se vivre. Donc, c'est un premier élément. L'autre volet, Isabelle, est-ce que je parle de porte-voix ou tu souhaitais en parler? Tu vas parler à ce moment-là. Donc, il y a des volets aussi au niveau de l'initiative Amis des bébés. Je vais laisser Isabelle pour la suite, mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire dans notre établissement. Parfait. Fait que je poursuis. Effectivement, on en parlait tantôt pour Amis des bébés qui demandent quand même beaucoup de travail. C'est fermé. Donc, on continue. OK. Fermer la lumière, c'est ça que tu as dit? Ça compte fermer la lumière, bon, ça marche. Excusez-nous pour le défi technologique, on poursuit dans tous les cas. Pour porte-voix, ben, je voulais vous en parler parce que c'est une nouvelle initiative. C'est un petit peu fatigant, par exemple, on m'entend en double. Hein? On va attendre. C'est fermé? Même, quand tu fermes ta caméra, le son coupe. Donc, porte-voix, c'est une nouvelle chose. En fait, ça ressemble à de tout cœur avec vous, mais autrement dit, on part de la voix des usagers pour améliorer nos services. Donc, en première ligne, ce qu'on fait avec porte-voix, ben, en fait, le tout a commencé quand on a reçu un review Google de 1 étoile pour le CLSC Saint-Louis-du-Parc. Et tout a commencé avec ça, comme 1 étoile. Donc, on s'est intéressé un petit peu plus à pourquoi on a eu 1 étoile et a été mis de l'avant les enjeux de sécurité, d'accessibilité, d'une maman qui arrivait avec sa poussette et qui était comme, oh my God, il y a des gens en situation d'itinérance partout. J'ai peur de venir au CLSC avec mon bébé. Donc, ce qui a donné beaucoup de travail à Julie Latour en termes de gestion de site d'ailleurs, parce qu'on a commencé un genre de cellule de crise. On se rencontre quand même très régulièrement pour essayer de bonifier les lieux. En lien avec ça. Donc, il y a quand même eu beaucoup d'interventions, Julie. En ce moment, là, justement, on est en train de travailler sur la mise en place de boutons panique dans les salles d'entrevue, dans les toilettes, parce qu'on n'était pas à niveau par rapport à ça. Il y a aussi l'installation de boîtes jaunes billets au hasard pour le dépôt des seringues qu'on retrouvait à terre ou dans les poubelles dans certaines salles de bain. Je pourrais nommer beaucoup d'initiatives, mais ça vous donne une idée des travaux qui sont en place pour bonifier. Donc, ça, c'est porte-voix et ça continue cette année. Là. Évidemment, il commence à faire froid. Donc, on risque d'avoir un peu plus de gens en situation d'itinérance dans nos CLSC. Là. Le Saint-Louis-du-Parc n'est pas exceptionnel en ce sens. Il y a d'autres CLSC qui ont beaucoup de problématiques. Là, puis on est tous dans la gestion du risque et la mise en place de stratégies. Mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que porte-voix et c'est quoi notre projet. Et puis finalement, revitalisation de l'aire pédiatrique à l'hôpital Notre-Dame. Méga beau projet là, pour nos pédiatres puis notre équipe en place à Notre-Dame là, où on revitalise 2 étages pour mieux accueillir les jeunes à l'hôpital Notre-Dame. Fait qu'un très, très beau projet. Merci Isabelle. J'en profite aussi au passage là, pour souligner, Isabelle, tout le travail qui a été fait au cours de la dernière année. J'ai de la misère à qualifier si c'est un bon coup, mais je pense que oui. Mais on a quand même fermé l'UFN, Isabelle. Non, mais je regarde Audrey, je te vois Audrey, c'est ça, je ne sais pas si c'est un bon coup. J'ai probablement pas le bon qualificatif, mais ce que je sais assurément, c'est que vous y avez travaillé très fort dans la bienveillance, parfois remplie de zones d'ambiguïté, de double message. Non, mais chapeau, gang. Tous ceux qui ont été impliqués là-dedans, puis parfois l'implication aussi, c'est le soutien de nos collègues dans des situations comme ça qui sont difficiles.
c'est ça qui fait la force d'une équipe, d'une direction adjointe, d'une coordination. Je vous regarde là, les filles, mais merci tout le monde, les filles et les gars, là, merci tout le monde d'avoir été là dans ce parcours, dans le fond, du combattant qui a été difficile aussi à tous les niveaux pour toi, Isabelle, puis pour la gang. Donc, je tenais à souligner. Merci tout le monde. On poursuit. Jean, c'est toi qui prends le relais avec agrément cycle 2. Je ferme mon micro, on s'essaie, puis thumbs up pour voir si on entend Jean. On y va, Jean? Oui, j'essaie. Je m'entends une seule fois. Est-ce qu'à la maison, vous m'entendez? Donc, tout d'abord, je voulais juste souligner un élément au niveau de la préparation pour l'agrément. C'est que l'an dernier, au moment où on devait entrer en phase un petit peu plus active là, pour les visites d'agrément de cet automne, il y avait un peu de turbulence dans plusieurs secteurs dans le programme jeunesse. Puis, il y a un beau leadership qui était pris par les deux Isabelle, puis par Mylène, Audrey, Félix, Marie-André, puis Brigitte, c'est pour que dans les services de proximité, vous preniez rapidement une vitesse de croisière intéressante. Puis ça a été pas mal, ça a mis un peu de pression pour tout le monde pour se mettre, pour se mettre en mouvement. Fait que c'était très bon, c'était très bien. Bon, la visite d'agrément, ça s'en vient très bientôt. C'est en novembre. Ce novembre-ci, là. Alors, soyez prêts. C'est ça. Ça fait quand même. On approche, mais ça fait quand même des mois qu'on est là-dessus. Ce que je veux dire, il y a la réflexion majeure que je veux partager avec vous autres, c'est qu'on vraiment, on est prêts. D'accord? On peut penser à tout le contenu qui était, juste à titre d'exemple, tout ce qu'on a déposé dans les bulletins, puis qu'on a partagé avec les équipes, puis qu'en principe, tout le monde devrait animer auprès des équipes. Fait que c'est une somme importante du savoir-faire des équipes qui était amenée là-dedans. Puis, une fois de temps en temps, jeter un coup d'œil là-dessus, c'est vraiment impressionnant la somme de travail qui a été colligée puis qui a été diffusée à travers tout ça. Ça, c'est entre autres de toutes les activités qui se font au niveau des équipes. D'ailleurs, je vais vous donner un scoop là, au niveau du bulletin. Là, je pense que ça fait ses preuves. Fait que ça risque fort de perdurer comme format pour diffuser de l'information à tout le monde. Là, bien entendu, des fois, le niveau d'intérêt est différent dépendamment des secteurs, mais je pense qu'on va continuer avec cette formule-là qui est quand même bien intéressante. On peut passer à la diapo suivante. Il y a une grande nouveauté que nous allons avoir la joie de vivre ensemble, que je veux vous souligner. Les plus, comment je dirais ça, les plus matures d'entre vous qui étaient là en 2019, vous avez vécu une visite d'agrément qui, dans le cadre de laquelle l'itinéraire des visiteurs était prévu des mois à l'avance. Il y a eu des petites variations mineures, là, mais c'était vraiment mineur. Cette fois-ci, ça va être un préavis d'1 heure environ avant qu'un visiteur débarque dans un milieu. Donc, en 1 heure, vous n'avez pas le temps de faire le ménage. Donc, soyez prêts. C'est une blague. Ceci dit, c'est vraiment nouveau. Fait qu'il faut être à l'affût. Et puis, c'est inconnu pour tout le monde. Là, on le saura vraiment à la toute dernière minute. J'avais pensé faire une petite section qui s'appelle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la visite d'agrément, mais sans oser le demander ». Alors, on va regarder ça ensemble un peu. Bon, ça commence le 24, hein, le 24 novembre. C'est très, très bientôt. Pour vous situer un peu là, comment en se font les visiteurs si jamais ils se présentent dans vos sites, il y a comme tout un accueil qui va se faire le matin même là, du début de la tournée des visiteurs. Notre PDG va faire une présentation de notre établissement à très haut niveau. Ensuite de ça, il y aura également une présentation au niveau des pratiques organisationnelles requises, les mieux connus sous le nom de POR. Là. Les porteurs vont présenter ça. On a préparé des éléments plus spécifiques à l'intervention jeunesse. On pourra également complémenter ce qui sera présenté aux visiteurs. Et puis, on aura aussi, en tant qu'équipe de direction, l'occasion de faire une présentation sur l'excellence des services, dans le fond, qui ça touche différents éléments, là, comme l'arrimage entre nos services, la vigie qu'on tient au niveau là,
de la gestion des risques, de la qualité des services. Comment aussi on fait vivre l'approche d'usager partenaire. Alors, on va faire une présentation là-dessus, puis on va discuter avec les visiteurs avant qu'ils ne. Puis on va aussi parler juste avant, ouais. On va aussi leur parler de nos défis. Là. Je pense que l'idée, c'est de donner un juste reflet de ce qu'on est comme établissement, puis de la réalité montréalaise, puis de la réalité de la vie dans nos équipes, puis pour nos usagers. Puis après qu'on ait expliqué tout ça à nos visiteurs, à partir du 24 novembre, en après-midi, ils vont visiter nos différents établissements. Il y a des répondants par site qui auront été, et par équipe qui auront été désignés. On leur demande de répondre au téléphone, n'est-ce pas? Très important parce qu'ils auront un appel à court préavis. Si jamais, et en fait, j'espère que vous serez visités parce que les équipes sont bonnes, sont prêtes. Les visiteurs vont arriver, vont faire des observations, vont vouloir discuter avec vous. Puis c'est une occasion pour tous les intervenants, les chefs de service, de partager ce qu'ils font, de parler de leurs pratiques, puis de faire ressortir ce qui va bien, puis aussi les défis qu'on a surmontés là, au quotidien dans notre pratique. C'est important de collaborer. Moi, j'insiste là-dessus, sur notre capacité à collaborer entre les différents services. Juste à titre d'exemple, c'est quelque chose on a eu une visite simulée au mois d'août, quelque chose comme ça, puis les visiteurs avaient remarqué la collaboration qui était vraiment importante entre les équipes jeunes en difficulté dans les services de proximité puis santé mentale jeunesse. Il y a une capacité d'attacher les choses pour que les usagers, que ce soit transparent puis que les parents se concentrent sur le rôle de parent. Puis c'est simple pour eux. Fait que n'hésitez pas à parler de la collaboration. Ça va être bien important. Vous allez peut-être vous faire poser des questions en langage agrément. Des fois, c'est un peu obtus. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, demander des éléments de clarification. Tu sais. En bout de ligne, les visiteurs vont vous parler de votre pratique. Ils vont parler de votre pratique, mais des fois, ça sort de manière un peu étrange. Il ne faut pas hésiter, étrange dans le sens cahier de normes. Là. Enfin, je pense que je suis en train de dire des choses indues. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un peu complexe. Il ne faut pas hésiter à poser des questions puis à impliquer les collègues dans ces réponses. Puis il faut aller droit au but. Je pense que vous êtes fin et prêt. Puis l'important, c'est d'être calme puis de passer à l'action. Après cette tournée, dans nos équipes, nos visiteurs vont également prendre contact avec des partenaires je dis des partenaires de choix, là, c'est parce que on a défini une liste de partenaires. Par exemple, le chapitre 6 qui touche les services protection de la jeunesse, l'application des mesures, les équipes beaucoup à Jean-Sébastien et nos services de proximité en CLSC. Mais on avait droit à 5 partenaires pour toute la gang. Tu sais, c'est pas. Il y en a quelques-uns qui ont été choisis, mais voilà. Pour chaque chapitre, les partenaires seront contactés pour voir comment ça fonctionne, les échanges. Et puis, on va d'ailleurs, tous les partenaires qu'on a choisis, on va leur écrire à l'avance, puis pour s'assurer qu'ils répondent eux aussi au téléphone, là, au même titre que vous, quand vous allez être appelé, cher gestionnaire de site. Le 28 novembre, ça va se terminer tranquillement, la visite d'agrément. Puis je peux peut-être vous inviter à mettre à votre agenda là, une réservation à partir de 11 heures pour entendre le bilan des visiteurs de l'ensemble de l'établissement, mais quelques minutes seront consacrées à nos services de proximité, là, au service jeunesse. Là. Santé mentale, jeunesse et dépendance est également visité en même temps que nous. Là, donc, les réflexions toucheront ces deux secteurs. Alors, voilà. C'est pas mal. Je pense qu'on est prêt. Soyez à l'affût, puis on va se parler encore d'agrément un petit peu dans les semaines qui viennent. D'abord? Merci, Jean. Peut-être. C'est là. Un instant, Jason, je m'empresse de. Donc, j'allais dire merci, Jean. Il nous reste. On y va.
Ça va? Ça va. Donc, je disais merci, Jean, pour les points sur l'agrément. S'il y a des petites questions, nous y reviendrons tantôt par rapport à l'agrément. Je rappellerai peut-être un message clé. Il nous reste un point à couvrir. Jean, défi, 5 minutes maximum, dossiers transversaux, parce que je veux qu'on puisse avoir une période d'échange avec autant les gens qui sont en virtuel, qui sont dans la salle. Donc, je te recède le micro, Jean, je ferme le mien. Ben, oui, c'est ça. Des fois, il faut savoir déléguer hein, dans la vie. Des fois, ben, regardez, simplement vous dire que des grands dossiers transversaux qui sont en place, dans le fond, c'est encore moins. Bonjour. Donc, les éléments intéressants qu'on a déployés cette année, c'est vraiment quelques éléments que je veux souligner. On a un comité consultatif de jeunes qui est en place, qui touche beaucoup les jeunes qui ont eu des trajectoires en protection, mais ils ont aussi aidé le service de pédiatrie à bonifier leurs interventions auprès de jeunes qui ont subi des traumas. On a des liens solides avec les partenaires qui sont consolidés dans le courant de l'année. Je vais vous souligner aussi qu'on a au-dessus de 220 stagiaires qu'on a reçus dans nos services. Dans les services de proximité, là, on est à 20. Là. Je pense qu'il y a un peu on pourrait avoir plus de stagiaires. On va travailler là-dessus cette année. Je vais pas te passer un message, Isabelle. Mais alors, puis il y a un autre élément qui est bien intéressant, puis qu'on va faire vivre comme il faut cette année, c'est qu'on a mis en place un comité permanent d'amélioration continue qui a commencé à prendre forme, mais sa vitesse de croisière cette année. Puis voilà. Puis peut-être juste un dernier petit point que je veux souligner au niveau des dossiers transversaux. Là, on a pu consulter l'ensemble des services au niveau là, du plan de développement des ressources humaines. Isabelle Dame ici était particulièrement inspirante, je dirais, très, très au niveau du travail sur la formation. C'est vraiment une étoile dans ton cahier, Isabelle. Merci. Alors voilà. C'est bon ton micro, Jean? C'est bon? Donc, ça ferait le tour des points qu'on souhaitait couvrir juste avant d'arriver à la fin. C'était dans la rubrique des bons coups, hein, comment vous faites le PDRH en première ligne avec toi, Isabelle. Dans le fond, Jean, tu ne l'as peut-être pas souligné assez fort, mais on s'est inspiré beaucoup des travaux que vous avez faits au cours des dernières années. Nous étions en décalage dans le reste de la direction du programme jeunesse par rapport au PDRH. Donc, merci d'avoir été inspirant. Nous serions rendus à la période échange, questions, commentaires sur des points qui ont été couverts ou non. Pour les gens qui sont à l'écran, je vais arrêter immédiatement l'enregistrement. Pourquoi? Parce que la présentation va être disponible sur l'intranet, autant en format PDF. Je voyais des gens prendre des notes. Toutes les slides vont être là, mais l'enregistrement aussi pour vos collègues qui n'ont pas pu être là. Donc, je n'arrête pas le Teams, là, je fais juste arrêter l'enregistrement. Et c'est autant ici dans la salle que les gens qui sont en Teams. Là, si vous avez des questions, on vous entend bien. Normalement, le son. Ça se peut qu'en salle, ici, je répète les questions qui